Merci beaucoup à l'organisatrice et puis merci à vous, mesdames, messieurs, d'être là ce soir. Je vois qu'on est quand même nombreux, donc je pars du principe que cette justice restaurative dont on va parler ce soir vous parle, ou en tout cas suscite votre curiosité. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu en quoi elle consiste, tout d'abord parce qu'on entend beaucoup de choses. J'imagine que vous avez aussi pu lire beaucoup de choses qui sont certainement vraies, hein. Je ne vais pas tout vous démonter, mais peut-être j'aimerais insister sur le comparatif avec la justice pénale comme on la connaît aujourd'hui. Je dirais en mode basique dans son procès pénal, parce que c'est vrai que c'est comme ça qu'on exerce depuis des millénaires, et aujourd'hui on voit qu'on se profile vers un autre style de justice, en tout cas on peut espérer une certaine progression. Je précise avec la justice restauratrice, voilà, j'ai déjà fait le lapsus, justice restaurative, qu'on peut aussi l'appeler justice restauratrice, c'est pour ça que je vais peut-être manger ce mot assez souvent, ou justice réparatrice aussi. Donc voilà, elle a différents qualificatifs. Alors, on va commencer très basiquement avec une définition très générale du droit pénal. Le droit pénal, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose de très vaste, notamment le code pénal, avec un catalogue d'infractions, mais aussi des lois spéciales. Vous avez notamment la loi sur les stupéfiants, qui vient compléter effectivement le droit pénal. Je pourrais en citer encore d'autres. Vous avez le droit pénal des mineurs aussi, qui complète effectivement le droit pénal dans son sens large. Mais c'est un catalogue des différentes infractions. Qu'est-ce qu'une infraction ? C'est un comportement finalement que le législateur suisse a voulu ériger en infraction, donc en quelque chose à ne pas faire, ou en tout cas quelque chose que si on le fait, ce sera réprimé, ce sera sanctionné. Voilà ce que c'est qu'une infraction. Dans le code pénal suisse, elles sont regroupées en fonction des biens juridiques qu'on essaie de protéger. C'est un peu moche de dire biens juridiques, mais effectivement, c'est quand même ça dont on parle. Est-ce qu'on parle de la sexualité ? Est-ce qu'on parle de la vie de la personne ? Est-ce qu'on parle de l'honneur de la personne ? Est-ce qu'on parle de son aspect patrimonial ? Et c'est comme ça qu'on arrive à faire des grandes catégories d'infractions. Le droit pénal a également, en tout cas il essaye, d'avoir une vocation préventive, d'essayer de prévenir aussi les infractions, pas que de les punir. Mais je dirais qu'il est quand même plus punitif qu'il est préventif, malheureusement. Le droit des mineurs, lui, arrive assez bien, encore heureusement, à être plus préventif que punitif. Donc c'est vrai qu'on investit beaucoup dans ce droit pénal des mineurs pour éviter que les jeunes d'aujourd'hui qui commettent des infractions deviennent les criminels de demain, qui recommettent effectivement des infractions. Parce qu'on sait que quand on rentre malheureusement dans le système judiciaire, les statistiques le prouvent, c'est très compliqué d'en sortir. Alors, quel est le but d'un procès pénal ? Il est finalement très simple. Je l'ai articulé autour de deux aspects. Établir la culpabilité de l'auteur, rendre un jugement comme vous pouvez avoir des jugements de valeur, est quelque chose qui finalement dit la culpabilité de quelqu'un. Et puis prononcer une sanction en fonction de cette culpabilité. Cette sanction, elle va être effectivement variable par rapport au catalogue, donc au code pénal dont on a discuté tout à l'heure. Le code pénal donne toujours une fourchette au niveau de la sanction. Par exemple, voilà, si quelqu'un est coupable de meurtre, si quelqu'un est coupable de viol, si quelqu'un est coupable d'injure, il y a une fourchette dans le code pénal qui dit au minimum il devra avoir ça, au maximum il devra avoir ça.
Le juge dispose de cette fourchette, qui sont des fois des très grandes fourchettes, et doit moduler sa peine, doit moduler sa sanction au milieu, ou plus placer le curseur, vous voyez, d'un côté ou d'un autre. Et c'est ça, je trouve, qui est aussi très compliqué à vivre pour les victimes, parce que leur curseur, elle, à placer d'une certaine manière, n'est pas forcément le même qu'on le placerait du point de vue de l'auteur, si on a envie de défendre l'auteur de l'infraction. Donc, vous voyez, ce catalogue déjà de sanctions est déjà compliqué à appréhender. Puis en plus, toutes ces fourchettes de différentes peines est aussi assez compliqué. Les acteurs du procès pénal, je vous ai un peu dévoilé déjà dans ma présentation, il y a l'auteur. Bien évidemment, il faut un auteur de l'infraction. Alors lui, il va passer par différents noms. Ça va être le prévenu en tout début d'instruction pénale, parce que vous savez qu'il y a la présomption d'innocence. Donc avant qu'une enquête soit menée et qu'un verdict de culpabilité, un jugement tombe, on est obligé d'utiliser le terme prévenu. On ne peut pas dire qu'une personne est condamnée avant qu'elle ait eu un procès équitable. C'est un droit fondamental. Et puis par contre, après jugement, il deviendra le condamné. Vous avez le procureur ou la procureure. Bien évidemment que ça se décline, toutes ces catégories se déclinent au féminin également. Le procureur a un rôle central dans la procédure pénale parce qu'il est là à différents titres. C'est d'ailleurs très bien expliqué, je trouve, dans le site. Et c'était pas facile d'expliquer ce rôle du procureur qui est multiple. Au tout début, le procureur va diriger l'enquête. Donc il va chapeauter la police et donner des instructions aux policiers et aux policières pour mener les investigations qui vont permettre d'établir justement la culpabilité de l'auteur. Après, le procureur change de casquette et devra participer au procès en tant que tel. Donc ça veut dire qu'il devra soutenir l'accusation parce que c'est lui le garant du code pénal, c'est lui qui défend finalement les citoyens d'une manière générale et le droit contre cet individu qui a fauté, qui a enfreint les règles. Et puis, quand même, j'ai envie de dire d'une certaine manière, il est là aussi pour la victime. Il est là aussi pour venir mettre en évidence qu'il y a une personne qui a souffert aussi. Donc, il a vraiment un rôle qui est pas simple, le procureur, et qui, vous voyez, au cours de l'enquête, évolue aussi. Il y a les avocats, qui font partie intégrante, effectivement, du procès pénal. Donc, des avocats de l'auteur, des avocats de la victime. On pourrait aussi imaginer que dans la procédure, des avocats même de ce qu'on appelle des padres, personnes appelées à donner des renseignements, c'est des témoins. Mais la personne témoin peut aussi venir avec son avocat, c'est aussi possible. Là, ça commence à faire beaucoup d'avocats. Et quand il y a trop d'avocats dans une même pièce, croyez-moi, il vaut mieux passer son chemin. Donc voilà, les avocats, je ne définis pas, de toute façon, ce n'est pas le but de la conférence d'aujourd'hui, mais effectivement, l'avocat a pour vocation de défendre son client, que ce soit son client auteur ou que ce soit son client victime. Bien évidemment, vous comprendrez que les avocats n'auront pas la même position suivant qui est leur client. Et donc, ils doivent se faire un peu la voix de cette personne, même si je ne vous cache pas que des fois, ça nous est assez insupportable, suivant qui on a à défendre. Le tribunal, alors le tribunal, c'est celui qui donne la sanction, c'est l'instance juridique, c'est celui qui vient, frapper un grand coup et donner sa sentence. Sa composition peut varier en fonction de la gravité. On parle de tribunal de police, en tout cas je vous dis dans le canton de Vaud, vu qu'aujourd'hui la conférence a lieu dans le canton de Vaud, tribunal de police, quand on a un juge pour des infractions relativement, de moyennement graves à légères, je dirais. Et puis vous avez le tribunal correctionnel à 3 juges pour des infractions plus graves, là où on intervient avec des peines de prison déjà qui peuvent aller jusqu'à 5 ans. Et puis on a un tribunal criminel, donc là qui est à 5 juges pour les peines de prison les plus lourdes qui vont jusqu'à la perpétuité. Donc vous voyez, la justice aussi s'adapte
et s'étoffe, je dirais, en fonction de la gravité des infractions. Et puis, la victime, l'objet aussi un petit peu de la conférence d'aujourd'hui, le rôle de la victime dans le procès pénal. Moi, j'ai envie de poser une question. Est-elle vraiment partie au procès pénal? Déjà, on peut se le demander. Elle est là à côté de son avocat, mais des fois, elle a la sensation de ne pas être là. Je voulais vous partager, la citation de Albert Camus. Et c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de victimes qui ont eu cette sensation. C'est-à-dire qu'on parlait d'elles, de quelque chose qu'elles avaient vécu, mais sans qu'elles se sentent vraiment concernées. Parce qu'on ne s'adressait peut-être pas à elles, parce qu'on ne les regardait pas, ou parce que tout simplement on ne leur posait pas les bonnes questions pour elles. Donc c'est un petit peu comment passer à côté, finalement, de son rôle de victime. Il y a certaines désillusions ou attentes des parties justement autour de ce procès pénal et qui sont problématiques à l'heure actuelle, c'est le constat qu'on en fait. Un écart temporel, tout d'abord, parce que quand on est victime, on a toute une phase de reconstruction à vivre, qui est souvent longue et compliquée. Et puis à côté de ça, il y a le temps judiciaire. Et c'est très long aussi, mais c'est des fois pas les mêmes durées et surtout ça n'a pas le même timing. Et des fois on peut se retrouver avec des personnes qui finalement se sont reconstruites parce qu'elles ont frappé à des portes, elles ont eu un soutien, et puis arrive le procès, et puis on doit encore les faire revenir dans tout ça. Et c'est terrible parce que pour elles avaient mené leur barque en attendant, et c'est la lenteur de la procédure pénale qui fait qu'elles doivent revivre et revivre cet état de fait. Un écart factuel, alors ça c'est évident, on le voit aussi quand on discute avec nos clients, des faits qui sont importants aux yeux des parties, la victime notamment, ne sont pas forcément importants pour le tribunal. Parce que le tribunal, rappelez-vous, lui son but c'est de donner une sanction. Donc lui il va chercher des faits qui sont basés sur les infractions qu'on analyse dans le code pénal avec des éléments constitutifs. Chaque infraction a des éléments constitutifs. Puis pour punir quelqu'un, le tribunal il doit valider chaque élément constitutif. Mais là-dedans, il n'y a peut-être pas la place, effectivement, pour des faits qui sont importants pour la victime. En tout cas, le tribunal les nie complètement. Et je pense que c'est sur cet aspect-là, sur cet aspect factuel, que la victime a le plus la sensation d'être dans une espèce de sphère parallèle, parce qu'en fait, on ne s'intéresse pas vraiment à ce qu'elle a vécu, elle. On s'intéresse à établir des faits qui peuvent valider des éléments constitutifs sur un point de vue juridique, et pas des souffrances. Et puis un écart quant au résultat, bien évidemment, parce que justement ces souffrances ne sont des fois pas à la hauteur, ou au contraire des sanctions. Il y a une disproportion, je dirais, entre la sanction et puis la souffrance réellement subie par la victime. Du coup, d'un côté, on a la justice pénale avec la violation de la loi et puis un procès vertical. On voit très bien que c'est, d'un point de vue, c'est du droit public. Donc déjà, c'est l'autorité qui finalement vient sanctionner un individu, donc, rapport vertical. Et puis, voilà, le but de la justice pénale, c'est, comme je vous l'ai dit depuis le départ, donner une sanction. Du côté de la justice restaurative, on va essayer de trouver quelle a été réellement l'atteinte dommageable, déjà. De quoi la personne, effectivement, a réellement souffert. Pour donner la bonne réparation, en fonction des besoins. J'y reviens après. Du coup, cet échange, il n'est pas vertical, il est horizontal. Parce qu'il est effectivement entre les parties à la procédure, mais sans forcément cette instance tribunal ou autorité. Les objectifs de la justice restaurative ou réparatrice ou restauratrice,
j'ai réussi à tous les dire, sont multiples. Je dirais, selon moi, le principal est de vraiment voir une infraction comme une atteinte à des personnes, de remettre la justice entre les mains des individus qui ont souffert, de se centraliser sur ces personnes, effectivement, plutôt que sur les personnes et les relations ou des biens, plutôt que sur des questionnements juridiques. C'est compliqué, hein, parce que ça reste du droit, et on est bien obligé d'en faire, si on veut appliquer le code pénal. La justice restaurative aussi, elle essaye de comprendre les besoins des personnes. Puis ça, je crois que c'est vraiment la clé, si on veut que ce système fonctionne, c'est de considérer tous les dommages qui ont été subis et puis d'aller chercher, finalement, la personne, elle a besoin de quoi pour venir réparer ce dommage. Apporter une solution à la situation peut être aussi un des buts, un des objectifs de la justice restaurative, mais je dirais qu'il est assez secondaire, finalement, trouver la solution. Je ne pense pas forcément que toutes les personnes ont besoin d'une solution, mais peut-être qu'on écoute leurs besoins, avant tout. Du coup, quels sont les besoins, généralement, des parties? Donc, on reprend les parties à la procédure. Tout d'abord, la victime. Alors, fondamentalement, des informations. Elle cherche des informations, la compréhension. Elle a aussi besoin d'être écoutée, elle a besoin d'être entendue, elle a besoin de se raconter, de pouvoir presque, je dirais, se répandre sur ce qu'elle a vécu. Quand on dit « il faut que ça sorte », c'est assez parlant comme expression. Elle a besoin d'être rassurée. Le sentiment de sécurité est toujours très fort. On remarque qu'elle a aussi besoin d'agir souvent. Elle a été victime. On considère souvent que la victime a été passive. Donc elle veut sortir de cet état de passivité. Donc elle veut être actrice. Donc elle veut agir. Elle veut obtenir une forme de compensation, une forme de justice. Et surtout, elle veut aussi des fois restaurer des liens. Parce que quand on est victime, ça peut affecter plusieurs parties de notre sphère privée, professionnelle. Ça peut déborder. Ça ne reste pas strictement dans le cadre juste pénal et de la procédure. Et donc, ça atteint d'autres pans de notre vie. Donc, c'est pour ça qu'il faut effectivement travailler sur ça pour éviter de perdre aussi dans d'autres secteurs de notre vie. Du côté de l'auteur, ses besoins, ça serait assumer sa responsabilité et ses actes. Une vraie reconnaissance des faits. On l'a pas toujours, mais on peut l'avoir dans certains cas. Aussi avoir l'occasion de se raconter et d'être entendu. C'est aussi important pour les auteurs qui puissent expliquer comment ils en arrivent là. Moi, j'ai eu des cas où j'ai eu des auteurs qui ont totalement avoué, effectivement, avoir fait souffrir leurs victimes, comment ils les ont fait souffrir, comment ça s'est déroulé, qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête. Ils ont tout avoué. La première audition à la police. Voilà, craquage complet, et des auditions de 8 heures, mais c'est un tel soulagement pour la victime de lire ça, de comprendre ça, que peu importe le temps qu'on y a passé. Là, c'est vraiment très salvateur pour la victime, et ça l'est pour l'auteur. Donc, vraiment, il a aussi besoin de se raconter. Faire face aux conséquences directes de ses actes. Ça, c'est quelque chose que des fois on minimise parce que voilà, les personnes qui ont commis des infractions sont parfois placées en détention, puis ils vivent dans leur monde de détention. Alors on se dit, c'est peut-être horrible la prison. Moi qui y vais régulièrement, je me dis que c'est pas aussi horrible que ça. C'est mon avis. Mais c'est vrai qu'à ma première visite en prison, ça c'est pour l'anecdote, moi je me suis dit, ce pauvre individu, ça fait déjà un moment qu'il est en prison, je vais aller lui rendre visite, j'ai prévu 2 heures, comme ça, on aura bien le temps de discuter. Puis je le voyais regarder l'heure, au bout de 15 minutes. Puis au bout d'un moment, il me dit, vous avez fini? Je lui dis,
Oui, mais moi j'ai tout mon temps. Il me dit, bah, moi pas, j'ai une partie de PlayStation qui commence. Pardon. C'est là où je me suis dit qu'on n'était pas si malheureux que ça. En détention, en tout cas, on avait accès aux consoles de jeux. Voilà. Et puis, un autre besoin qu'on peut avoir chez les auteurs, ça serait obtenir une certaine réhabilitation sociale et morale. Je pense que c'est quand même la plus forte sur ceux qui initient ces processus, justement, de justice réparatrice. C'est obtenir finalement un réel pardon de sa victime qui permettra une réhabilitation sociale, comme si on effaçait d'une certaine manière les comportements passés. Donc la justice restaurative, pour arriver à tout ça, à remplir ses besoins, cette mission, il faut être vu comme un processus. Donc tout le monde est actif, l'auteur, la victime, il y a un dialogue, il y a un échange, et puis surtout, c'est mené par ce qu'on peut appeler un facilitateur, ça peut être souvent un médiateur, donc c'est des gens qui sont formés à ça, qui ont des formations particulières dans ce domaine-là. Ça peut être des psychologues, ça peut être des avocats, ça peut être juste des médiateurs, voilà, qui sont médiateurs depuis des millénaires, parce que ça existe depuis longtemps, mais c'est que maintenant qu'on commence à ouvrir gentiment les yeux sur ces méthodes alternatives de résolution des conflits, telles que la médiation. Et du coup, c'est un processus. Ça ne va pas se faire dans un claquement de doigts. Donc il y a toute une série de choses à mettre en place pour que ce processus fonctionne. Il faut déjà que tous les participants soient bien évidemment d'accord et volontaires. On n'oblige personne à se lancer dans un processus de justice restaurative parce qu'on sait très bien que c'est voué à l'échec si les personnes ne sont pas volontaires. Et puis, on peut préparer les personnes avec des entretiens individuels, avec des organismes spécialisés pour justement être sûr que c'est la bonne solution, que c'est la bonne méthode à appliquer. Sinon, on pourrait courir davantage de risques. Je vais vous expliquer ça. Donc le but n'est pas forcément de signer une convention, n'est pas de régler un accord, mais bien de réparer. Ça peut être d'une façon symbolique, d'ailleurs. Et pour que ça fonctionne, selon moi, il y a des valeurs indispensables qui doivent être respectées. Je vous ai notamment mis le respect, l'écoute, l'empathie, la confidentialité, bien évidemment. Donc ce qui se dit dans ces séances, dans tout ce processus, doit rester confidentiel, sinon les personnes ne parlent pas, bien évidemment. La responsabilisation, la transformation, la réintégration, et puis surtout le professionnalisme des personnes qui accompagnent ce processus et qui sont donc garantes de ce processus. Parce qu'elles doivent veiller à ce que personne, justement, ne prenne la place de l'autre et ne mette en danger l'autre. Il y a bien évidemment toujours des limites à la justice restaurative, même si on y est de plus en plus favorable, il faut toujours faire attention. La disponibilité des parties, c'est vrai que c'est difficile de demander à une victime, voire même aussi à un auteur, qui est déjà passé par plein de choses, de se rendre disponible pour commencer ce nouveau processus, cette nouvelle médiation, obtenir le consentement. Et puis la durée du processus, ça peut être très long, ça peut prendre plusieurs années. Alors imaginez si vous avez déjà vécu tout le procès pénal qui a duré plusieurs années, et puis que finalement ça vous a rien donné, vous voulez tenter après coup une justice, un processus de justice restaurative, et là vous repartez sur des années. C'est vrai que ça décourage. Donc c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui on réfléchit et on essaye de promouvoir cette méthode pour qu'elle remplace, dans certains cas, le procès pénal. Et ça serait l'idéal, ça évite que les gens subissent la même chose plusieurs fois. Mais on n'en est pas là. On n'en est pas là du tout. Pour l'instant, les auteurs, on essaye de les punir, on essaye de rendre des jugements de culpabilité, pour que les victimes aient quand même quelque chose. Et puis, parallèlement à ça, on voit qu'il y a d'autres choses qui se mettent en place. C'est pas encore totalement rentré dans les mœurs non plus. Les risques que je vous évoquais pour moi de la justice restauratrice, elles sont la victimisation secondaire. Donc, il y a aussi un article, j'ai vu sur le blog. Le but n'est pas de faire plus de mal à la victime que ce qu'elle a déjà subi. Attention. Le déséquilibre, l'emprise de la manipulation, d'un côté comme de l'autre.
On peut aussi avoir la victime qui se retourne un peu contre son auteur, ça arrive. Et une lenteur excessive. Ça, c'est aussi le risque, qu'on a l'impression qu'on n'avance pas. Et pour éviter ces différents écueils et puis être sûr qu'on ne va pas faire plus de mal que de bien, finalement, en adoptant ce processus, il faut fixer le cadre. Il faut savoir quelles sont les attentes des personnes. Donc ça, souvent, ça se joue avec des entretiens préalables. Savoir si les personnes sont réellement prêtes à ça. Des discussions avec des professionnels, des psychologues qui peuvent intervenir aussi dans la situation. Maintenant, j'en arrive aux effets de cette justice restaurative, parce qu'on a déjà finalement un recul maintenant un petit peu sur ces méthodes. Elles s'appliquent dans différents cas. Pour les victimes, elles ont un besoin de compréhension, un besoin de partager aussi les conséquences de l'infraction, et ça, elles se sentent mieux par rapport à ça, parce que souvent, l'auteur arrive mieux à leur expliquer dans des discours, dans des séances de médiation, plutôt que justement dans un procès pénal où on va peut-être un peu vite, on pose peut-être pas les bonnes questions, et du coup on n'a pas les bonnes réponses. En tout cas, on arrive selon les enquêtes, à des taux de satisfaction élevés jusqu'à 98% sur le déroulement du processus et le résultat, bien évidemment pour les personnes qui l'ont tenté. En tout cas, on remarque que c'est toujours une satisfaction plus élevée que s'il n'y avait pas du tout eu cette possibilité qui avait été offerte. Donc ça, c'est quand même très positif et je trouve que c'est un signe fort qu'on doit continuer les efforts dans ce sens. Quelque chose de très intéressant, c'est le score de stress post-traumatique, qui est plus faible. Ça veut dire que la victime se sent mieux, et plus légère avec ça. Et ça, c'est très important. Puis la diminution de la peur, de la colère, et l'augmentation de l'empathie. Ce qui signifie qu'on peut aussi continuer sa vie, peut-être passer définitivement à autre chose, plus facilement avec la justice restaurative. Pour les auteurs aussi, on a remarqué des effets favorables. Ils s'expriment, ils s'excusent, donc la réhabilitation aussi est plus simple. Et puis, il y a un sentiment de justice qui est plus élevé. Parce que eux aussi ont la sensation, des fois, de ne pas vraiment être écoutés dans la procédure judiciaire, on y va, ou d'être jugés en fonction d'une appartenance à un groupe, d'une couleur de peau. C'est encore le cas de certaines personnes qui nous disent ça. Donc, avec ce processus, ils ont vraiment un sentiment de plus grande équité. Et puis pour la société, il y a une baisse significative du taux de récidive. Ça veut dire que les auteurs, en tout cas, ont compris ce qu'ils avaient fait de mal, j'ai envie de dire, et donc tirent les leçons de ça. Et ça, c'est pas rien. Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose d'important. On est à 7%. J'ai mis sur un taux plutôt prudent. Il y a des études qui parlent de 10%, mais c'est énorme, une baisse du taux de récidive de 7%. Et une baisse des coûts de la justice. Alors, ça coûte cher. Ces processus coûtent cher, mais ils coûtent moins cher que toute la justice pénale et toutes ces interventions entre le procureur, la police, les avocats, la mise en place d'un procès, d'un tribunal avec 3, 5 juges. Malgré toute cette longueur et les intervenants spécialisés, médiateurs, psychologues, les salles à mettre à disposition, ça coûte quand même moins cher. Donc ça, c'est une bonne chose. J'en arrive à la fin de cet exposé. J'aimerais vous montrer 2 vidéos justement qui parlent de la justice restaurative. Voilà, je vous ai mis ces 2 témoignages, parce que déjà, ils m'ont beaucoup touchée quand je les ai vus. Et je trouve qu'ils reflètent bien tout ce dont j'avais envie de vous faire... ce que j'avais envie de vous faire passer au travers de cette conférence sur la justice restaurative.
qu'on est au début peut-être d'une nouvelle ère. Ça reste fragile encore. C'est des processus qui sont compliqués. Mais on voit que quand on a le courage, parce que ça demande beaucoup de courage, quand on a le courage de les mettre en place, on obtient généralement quelque chose. Alors voilà, après, ce quelque chose, ça sera différent en fonction de tous les individus. Mais je crois qu'en tout cas, avec ces 2 témoignages, on ressent ce qu'elles ont pu vivre et puis la reconstruction aussi qui a été permise, la réparation. Donc, en conclusion, la justice restaurative, elle vient pour moi compléter aujourd'hui la justice pénale. Elles sont côte à côte, en parallèle. Elle n'est pas fixée donc sur une forme d'accord, mais sur une volonté et une forme de réparation. Et puis, surtout, elle suppose des compétences particulières. Et il ne faut pas minimiser cela. Ça doit être fait par des professionnels, des gens qui sont formés pour, agréés pour, parce que mis, à mon avis, entre les mains de n'importe qui ou de quiconque, je ne sais pas qu'est-ce qui est le plus juste de dire, ça peut être encore peut-être plus difficile à vivre et pour l'auteur et pour la victime. Donc voilà, il faut que ce soit bien encadré. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis on peut passer aux questions.